Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale parce que comme vous voyez je ne suis pas seule, je suis accompagnée de ma copine Anaïs. Bonjour. Aujourd'hui on ne va pas parler de physique quantique, je sais, je vous l'avais promis pour ma prochaine vidéo mais c'est encore reporté parce qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me tient à cœur. On va parler encore une fois de santé mentale, de maladie mentale, mais cette fois-ci on va pas se focus sur moi mais sur Anaïs et elle va nous parler de sa propre maladie mentale qui s'appelle le trouble borderline. Donc Anaïs, je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Alors, moi je m'appelle Anaïs, je suis physicienne, je suis actuellement en thèse à l'université de Louvain en Belgique en physique nucléaire et j'ai été diagnostiquée dans ma petite vingtaine du trouble de la personnalité borderline. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va passer en revue les différents aspects de cette maladie, les symptômes, comment ça se manifeste, etc. au travers de questions-réponses que je vais poser à Anaïs. Et on commence de suite. Donc pour commencer, qu'est-ce que le trouble borderline? Très bonne question, merci beaucoup. Alors, le trouble borderline, il peut être décrit comme être un grand brûlé écorché à vif, mais avec ses émotions. En fait, les personnes borderline ont une sensibilité qui est accrue aux émotions. On ressent tout plus fort, plus vite et plus longtemps. Et ça, c'est très problématique. En fait, le trouble de la personnalité borderline est caractérisé par une vision qui est très manichéenne du monde, donc tout en noir et blanc, ça s'appelle le splitting. Et ça vient justement du fait qu'on ressent les émotions très fort. Et c'est aussi difficile pour nous de ressentir deux émotions en même temps. C'est pour ça que c'est plus facile de voir le monde soit en tout noir, soit en tout blanc, et de soit complètement idéaliser une personne, une situation, mettre quelqu'un sur un piédestal. Typiquement, ça ressort énormément dans les relations romantiques ou amicales, ou au contraire, d'évaluer complètement la personne et vraiment peindre un tableau qui est complètement noir et avoir des accès soit de colère, soit de tristesse par rapport à ces situations-là. Qu'est-ce que c'est que le borderline? Qu'est-ce que c'est que le borderline? Qu'est-ce que c'est que le borderline? C'est caractérisé par une peur de l'abandon qui est très accrue. En fait, c'est une peur panique et les personnes borderline vont faire absolument tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter un abandon qui est soit réel, soit imaginé. Parce que, alors oui, l'abandon réel, ça fait jamais plaisir, mais on a aussi cette idéation paranoïaque dans le borderline qui est très présente dans le cas des crises. Donc en temps de crise, on va avoir un abandon qui est imaginé, qui est beaucoup plus fort. Et c'est-à-dire qu'une personne qui répond pas à mon message pendant 2 heures, ça me fait me sentir abandonnée, alors que bon, très clairement, cette personne était probablement occupée ou qu'elle faisait autre chose et que c'était pas son intention de m'abandonner. Mais étant donné que moi je le ressentir très fort et que je le ressentir comme un abandon, ça va enclencher une phase de splitting où je vais dévaluer cette personne et ça va potentiellement pousser à soit avoir un accès de colère contre cette personne, soit lui faire la gueule pendant des jours, soit avoir une crise de tristesse qui va durer pendant plusieurs heures. Et ça, c'est des symptômes qui sont très graves parce que non seulement c'est très dangereux pour les personnes autour de personnes borderline qui ne sont pas prises en charge parce que ça peut être des comportements qui sont abusifs ou toxiques, mais en plus de ça, pour les personnes borderline, c'est quelque chose qui amène à un sentiment de honte qui est très présent. Et ce sentiment de honte, il est aussi mélangé à un sentiment de manque d'identité. Le manque de l'identité, c'est aussi un marqueur très fort du borderline. On est des caméléons en fait, étant donné que on n'arrive pas à se recentrer sur nous-mêmes, on vit notre vie à travers les relations interpersonnelles. Cette peur de l'abandon, elle va nous pousser à justement essayer de people please, donc de garder les gens le plus proche de nous possible. Et ça va nous pousser justement à s'adapter à la personne en face de nous et à masquer, donc à vraiment s'approprier les comportements de la personne en face de nous et les reproduire de sorte à ce qu'elle nous accepte mieux. Il y a aussi une énorme comorbidité avec les comportements à risque, donc les comportements addictifs ou d'automutilation, les comportements autodestructeurs sont très forts dans ce trouble de la personnalité, parce que ça c'est aussi trait à l'insécurité et au fait d'avoir un manque d'identité qui est très fort.
on se sent honteux quand on split, ce qui arrive très très souvent, et particulièrement pendant les crises borderline. Et cette honte, elle va nous pousser à avoir un point de vue qui est très très négatif sur nous-mêmes. Et ça, c'est très dangereux parce que ça va nous pousser à faire des tentatives, fructueuses ou non, de suicide. Il faut savoir qu'il y a quand même 10% des borderline qui mourront par suicide au cours de leur vie. Voilà, c'est aussi une maladie, c'est l'une des seules maladies pour lesquelles l'euthanasie est légale en Suisse et aux Pays-Bas, bientôt en Belgique, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'elle a été reconnue comme étant la maladie mentale la plus douloureuse. Parce que, étant donné qu'on est des personnes hypersensibles et qu'on pense qu'on se fait abandonner tout le temps, c'est quelque chose de très très difficile à vivre. Et il y a aussi une grosse prévalence de dépression, d'anxiété et globalement de pessimisme chez les personnes borderline. Et du coup, Anaïs, tu parles de crise, de splitting. Du coup, comment ça se manifeste? Et en tout cas, chez toi, comment tu le ressens? Alors, chez moi, le split, c'est particulièrement dans les relations amoureuses. Il faut savoir que les personnes borderline présentent très très souvent des schémas de relations qui sont chaotiques. Être avec une nouvelle personne tous les 4 matins et puis jamais rester très longtemps. Je suis pas différente de ça. Et en règle générale, ce qui va se passer, c'est que je vais me sentir abandonnée par mon partenaire. Donc un abandon qui est réel ou imaginaire, la plupart du temps qui est imaginaire. Et ça va me pousser à repousser cette personne en fait. Parce que j'ai peur que cette personne m'abandonne. Du coup, je ne veux pas me retrouver toute seule et bête. Donc, je vais la repousser avant qu'elle me fasse du mal. Ça me permet de nourrir mon sentiment d'autodestruction. Donc, ça permet de nourrir mes impulsions autodestructrices. Et en plus de ça, je me protège et j'évite de souffrir de plus d'un abandon qui pourrait se répéter ou qui pourrait se concrétiser dans le cas d'un abandon qui est purement imaginé. Il faut savoir que dans ces crises-là, j'ai énormément de comorbidités qui sont liées au borderline, c'est-à-dire que j'ai des problèmes d'addiction aux drogues, à l'alcool, j'ai des problèmes de troubles du comportement alimentaire. Ça, c'est des comorbidités qui sont très très communes et qui sont presque même inévitables dans le trouble borderline. Et quand du coup je split, quand je suis trigger parce que j'ai aussi des composantes de PTSD dans mon borderline, donc quand je suis trigger sur des événements qui sont traumatiques, ça va avoir tendance à me déclencher des crises de borderline où je vais avoir beaucoup plus de chances de me réfugier dans l'alcool, dans la drogue, d'arrêter de manger. Ça m'arrive des fois d'arrêter de manger pendant des semaines entières et d'être absolument incapable de me concentrer, de compenser par le travail typiquement, parce que les personnes borderline ont besoin d'énormément de validation. La validation académique, ça en fait partie. Et ça peut être très très violent pour les personnes qui sont autour de moi. Là, ça fait des années et des années que je suis en thérapie et que je travaille dessus. Je sais que quand j'étais plus jeune, je pouvais piquer des crises à hurler sur tout le monde autour de moi et à dévaluer tout le monde autour de moi pour un petit détail. Les crises de rage sont très très présentes et je pense que ça fait partie des choses les plus difficiles à contrôler. Donc Anaïs, tu nous as parlé de ces crises, de ce splitting, de cette tristesse, de cette colère qui est au fond de toi. Et c'est intéressant aussi de savoir d'où ça vient en fait ce trouble. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est lié à des traumas dus à l'enfance? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Il y a 30% de composantes héréditaires dans le développement du trouble. Donc c'est-à-dire que typiquement, par exemple, ma mère n'a jamais été diagnostiquée, mais on pense très sincèrement qu'elle est borderline également. Et ça joue d'avoir des personnes qui sont borderline ou des personnes de cluster B dans l'environnement proche. C'est quelque chose qui explique l'apparition du trouble. Mais comme tu le disais, justement, les traumas, particulièrement les traumas qui ont lieu dans le développement, ont une place prépondérante dans le développement du trouble. Et ça ne veut pas dire que si vous avez des traumas dans votre enfance, vous allez devenir borderline. Mais la prévalence de personnes borderline qui ont des traumas dans la jeune enfance est presque de 100% en fait. Particulièrement tout ce qui est histoire d'attouchement sexuel pendant l'enfance,
Ça a une grosse prévalence sur le borderline. Tout ce qui est accident, Agression, exactement. parents violents, alcooliques. La négligence fait énormément partie du développement du borderline. Et c'est aussi pour ça que le borderline est une maladie qui est très stigmatisante, parce que c'est aussi une maladie qui se retrouve particulièrement dans les couches les plus pauvres de la société. Du coup, tu parles de thérapie. Est-ce que avec une thérapie ou une médicamentation, tu pourrais soigner le trouble borderline? Est-ce que ça se soigne? Voilà, ça c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que c'est quand même globalement très désagréable au quotidien. Le gros problème, c'est que c'est un trouble de la personnalité. Étant donné que c'est un trouble lié au développement, la personnalité des personnes borderline se construit en même temps que leur trauma lié dans l'enfance particulièrement. Du coup, le borderline, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma personnalité en fait. Du coup, dire qu'on veut soigner mon borderline, c'est un peu dire, bon Anaïs, on a envie de t'effacer et puis te reconstruire après. Ce qui est pas très sympa, et puis surtout pas très réaliste. Non. Ne parlons pas de lobotomie. Non, on va éviter de te planter un pic à glace dans l'œil. Je préférerais. Mais du coup, c'est quelque chose qui se gère. Parce que le trouble de la personnalité borderline, même s'il vient avec plein d'inconvénients, il vient aussi avec plein d'avantages. Je vous en prépare, des personnes qui sont très empathiques, qui comprennent les situations très vite, qui sont très attentives aux personnes autour d'eux, qui ont une compréhension des autres qui est en règle générale plutôt accrue. Du coup, ça vient pas qu'avec des mauvais côtés. Par contre, les mauvais côtés, il est très possible de les endiguer, de les contrôler, et surtout d'arriver à arrêter, ou à limiter en tout cas, le fait de faire mal à son entourage, et du coup intrinsèquement de se faire mal à soi-même. Ça se soigne, comme je disais, par la thérapie cognitivo-comportementale, et encore, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui a prouvé les meilleurs résultats sur le traitement du borderline. Et c'est un travail qui est long et fastidieux, où on réapprend justement à pas avoir le monde en noir et blanc, à gérer nos émotions, à gérer nos triggers, à arrêter de rentrer dans des boucles, justement dans ce cercle vicieux d'autodestruction qui nous fait ressentir encore plus de honte, qui nous fait exploser encore plus sur les personnes autour de nous. Et c'est vraiment arriver à casser les cycles et gérer ces triggers. Tu demandais par rapport à la médicamentation. En soi, la médicamentation n'est pas recommandée spécialement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup plus de résultats avec quelconque méditation par rapport au traitement du borderline. Cela dit, le borderline, étant donné qu'il a quand même une grosse composante de dépression et d'anxiété, ça peut arriver ça peut aider en fait d'avoir une médicamentation pour traiter ces deux symptômes-là. C'est-à-dire que moi, typiquement, je suis sous antidépresseur pour m'aider avec ma dépression. J'étais sous anxiolytique pour aider avec mon anxiété. Mais ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut comprendre dans le sens où c'est pas quelque chose qui va soigner le borderline. C'est quelque chose qui va aider à soigner les symptômes pour pouvoir aider la thérapie derrière et justement arriver à faire le chemin nécessaire à casser des patterns et puis à limiter la casse, on va dire. Et apprendre à vivre avec. Exactement. Et justement, ça fait la transition très smooth avec notre dernière question. Parce que tu as parlé de crise, tu as parlé de splitting, tu as parlé d'un profond mal-être. Et comment ton entourage peut t'aider à gérer toutes ces crises, comment ton entourage peut t'aider à aller mieux? Alors, ça c'est très facile. Aider un borderline à aller mieux, c'est très facile, mais ça vient pas tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de... comment on dit ? Automatique. Voilà, c'est pas quelque chose d'automatique. C'est-à-dire que une personne qui va splitter sur vous, typiquement, qui va vous repousser, qui va vous rejeter, ça va avoir tendance à vous faire réagir. Ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire que moi, si je me reçois un pavé d'insultes à 3h du matin, je vais pas avoir tendance à répondre très gentiment. Bon, cela étant, les personnes borderline, en fait, la première chose dont elles ont besoin, c'est de la validation. Parce que
Eh bien, étant donné que, en période de crise particulièrement, on a du mal avec notre identité, on a énormément de mal à faire confiance à nos émotions. Parce que du coup, on a plein d'émotions qui viennent, qui se bousculent. Le trouble de la personnalité borderline est assez proche du trouble bipolaire dans le fait qu'on va passer de phases hautes. On ne parle pas de manie dans le trouble borderline, mais on parle d'euphorie borderline. Et des phases qui sont très basses, qui sont très dépressives, de la colère. Et ça, c'est quelque chose qui se voit sur une journée plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on va passer de la joie extrême à la colère extrême, à la tristesse, à la joie. Et c'est un cycle qui est en continu comme ça au cours de la journée. Et on a énormément de mal en période de crise où la fréquence du coup de ces oscillations devient de plus en plus élevée à se faire confiance et à accepter le fait que on ressent telle ou telle émotion. Du coup, le rôle principal de l'entourage en cas de crise de BPD, c'est de valider. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec ce que la personne dit pour valider son sentiment. C'est-à-dire que si moi demain je dis à Anastasia « Ouais, je suis trop en colère, les gens disent que la Terre est ronde. » Je suis pas platiste. Elle n'a pas besoin de croire que la Terre est plate pour valider le fait que je sois en colère. Me dire « Je comprends que tu sois en colère parce que ça va à l'encontre de tes valeurs. » C'est m'apporter de la validation sans aller à l'encontre de ses principes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour aider les personnes borderline. Valider leurs émotions et leurs ressentis. Bon Anaïs, merci beaucoup pour cette discussion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une discussion entre copines, filmée, mais une discussion quand même. J'espère que vous aurez appris des choses, que vous coucherez moins bête et que grâce à cette série de vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube, je vais aider à la déstigmatisation de ces maladies. Parce que, oui, comme Anaïs l'a dit, les borderline peuvent présenter des comportements abusifs et toxiques. Mais ça, c'est uniquement pour les personnes qui ne sont pas suivies, qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas suivies, où on n'est pas accompagné ni aidé, où on se laisse plonger dans un trou. Exactement. Et du coup, vous pouvez voir, Anaïs n'a pas l'air d'une meurtrière sanguinaire. Enfin, je moi, j'ai jamais tué personne. Hein. Pour l'instant, non, je rigole. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des bisous pour la prochaine. Et peace.